Questions orales, the honorable... L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens paient le prix de ce premier ministre avec des épiceries et le logement qui a explosé en coût. Mais le premier ministre le rend encore pire avec un budget qui a doublé le déficit de Justin Trudeau, le plus grand déficit dans l'histoire du pays à l'extérieur de la pandémie, 16 milliards de dollars plus grand qu'il a promis pendant les élections. Et pourquoi? Pour financer une bureaucratie qui a augmenté de 80 % depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Et maintenant, le chef en chambre des libéraux dit que les réductions dans la bureaucratie vont être minimales. Pourquoi les Canadiens doivent-ils payer pour nourrir la bureaucratie au long de leur famille? Honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Clairement, le chef de l'opposition n'a pas lu le budget, parce que s'il avait lu le budget, il aurait vu qu'est-ce qui se passe présentement au fait de descendre, diminuer les dépenses liées aux opérations du gouvernement. Et donc, s'il ne l'a pas vu, c'est peut-être pourquoi il a voté contre, mais peut-être qu'il est simplement de mauvaise foi. Il est contre les emplois qu'on essaie de créer partout à travers le pays, le fait qu'on puisse investir en défense, le fait qu'on investisse davantage en santé, le fait qu'on fasse des investissements partout à travers le pays dans des projets miniers, dans des projets d'électricité, dans des projets énergétiques. Bref, il est contre la croissance, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre fait encore son Kid Kodak en faisant un autre voyage. C'est le temps de demander des résultats pour 20 voyages internationaux. 150 000 kilomètres, c'est assez pour contourner le monde entier à 4 reprises. Et avec toutes ces réunions, qu'est-ce qui est arrivé? Les tarifs américains ont doublé. Les tarifs de l'Inde sont appliqués sur nos pois. Les tarifs chinois s'appliquent sur nos fermiers et nos pêcheurs. Ce serait mieux pour notre économie si le premier se cache en dessous d'une roche au lieu d'avoir une autre réunion. Est-ce que le ministre peut nommer un seul tarif que le premier a réduit? Honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, la seule personne qui se cache sous une roche présentement, c'est le chef de l'opposition quand il regarde son caucus. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, par contre, je pense que le chef de l'opposition veut faire en sorte que l'économie canadienne demeure dépendante de celle des États-Unis. Je pense que c'est sa stratégie. Il ne le dit pas, peut-être pas aux Canadiens, mais clairement, notre stratégie de notre côté de la Chambre, c'est de faire en sorte de diversifier nos marchés, c'est de créer des emplois en faisant en sorte d'aller, en effet, aux Émirats arabes unis, dans les pays du Golfe, en Europe, en Asie. D'ailleurs, les Suédois sont en ville. Bonne nouvelle, on fait des bonnes affaires. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens dont les frais de ce premier ministre payent des prix exorbitants à l'épicerie et en logement. Il veut qu'il paye plus. Il a doublé le déficit de Justin Trudeau, le plus gros déficit de toute notre histoire hors pandémie. 16 milliards de plus que ce qu'il avait promis. Il a battu aussi sa promesse sur le ratio dette-PIB et la bureaucratie est 80% plus coûteuse depuis leur arrivée au pouvoir. Le chef à la Chambre des libéraux a dit qu'il y aura très peu de réduction de la bureaucratie. Pourquoi les Canadiens ne peuvent-ils pas se nourrir pour nourrir la bureaucratie de ce gouvernement? La ministre. Monsieur le Président, vous savez, ce qui aide les familles, c'est les emplois bien rémunérés. C'est pourquoi nous avons eu une très bonne réponse face à ce budget, surtout les syndicats des métiers de la construction qui se réjouissent de ce budget, un budget qui agit dans l'intérêt de tous les Canadiens. J'imagine que les conservateurs qui ont voté contre ne sont pas d'accord. Honorable chef de l'opposition, le Premier ministre a commencé une autre tournée photo. Mais où sont les résultats de ces 20 voyages internationaux, de ces 150 kilomètres parcourus suffisamment pour faire le tour de la planète 4 fois? Ce serait bien si on obtenait quelque chose en retour. Mais il a rencontré les Américains, eh bien, ils ont doublé les tarifs sur nos produits. Les Chinois ont imposé de nouveaux tarifs sur nos fermiers et nos pêcheurs. Il a rencontré les Indiens qui ont imposé plus de tarifs sur nos pois. Le Premier ministre peut-il nous donner un seul exemple d'un tarif que ces réunions internationales ont permis de réduire? Honorable ministre du Commerce international. Écoutez, ça fait plus de 20 ans que le député est en chambre, mais il n'a pas grand-chose à montrer dans son bilan. On a signé des ententes avec l'Équateur, les pays de l'Asie, la Philippine, la Thaïlande.
Again, it was a bit... Encore une fois, il y a trop de bruit, dit le président. Je demande au ministre de continuer. On a signé de nouveaux accords avec l'Équateur, l'Indonésie. On fait avancer nos négociations avec les pays de l'Asie, les Philippines, la Thaïlande, avec les Émirats arabes unis. Nous allons élargir nos liens commerciaux avec le Royaume-Uni. Nous allons rejoindre des millions de consommateurs sur des marchés internationaux. En face, ils préféreraient limiter nos exportations. Le chef de l'opposition, tout cela, ça équivaut à 0 tarif réduit depuis que le Premier ministre parcourt le monde. Passons maintenant à l'agenda coûteux sur les pipelines. En juin 2014, le gouvernement conservateur a approuvé un pipeline de l'Alberta jusqu'au Pacifique. Le 29 novembre 2016, le gouvernement libéral a annulé ce pipeline, a demandé à la commission d'arrêter. 27 mars 2021, ce Premier ministre libéral a dit qu'il appuyait l'annulation de ce pipeline. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'il a eu tort, que son gouvernement libéral a eu tort et que les conservateurs avaient raison et qu'on a besoin d'un pipeline vers le Pacifique dès maintenant? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le Premier ministre et la Première ministre ont dit publiquement qu'ils étaient en discussion pour faire avancer un protocole d'entente entre le Canada et l'Alberta. Les deux ont dit que les discussions sont basées sur une voie vers la décarbonisation pour renforcer la tarification du carbone industriel et sur l'appui aussi des Premières Nations. Quand le Premier ministre et la Première ministre seront prêts à faire une annonce, eh bien, ils s'adresseront aux Canadiens. L'honorable chef de l'opposition, eh bien, on espère que le Premier ministre va annoncer qu'il a eu tort et que le gouvernement libéral a eu tort d'annuler le pipeline Northern Gateway qui avait été approuvé en 2014. 9 ans ont été perdus depuis après que le gouvernement libéral a annulé le pipeline. Mais aussi, les libéraux ont interdit l'expédition d'énergie canadienne de la côte de Colombie-Britannique. S'il y avait un pipeline, il irait nulle part alors. Le Premier ministre va-t-il admettre que les libéraux ont eu tort d'interdire l'expédition d'énergie canadienne? Vont-ils annuler cette interdiction pour qu'on puisse envoyer nos produits vers l'Asie? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, écoutez, pendant les longues années Harper, lorsque le député était ministre, le seul pipeline qui a été construit, c'était un pipeline plein d'air chaud qui a mené nulle part. Pas une seule exportation d'énergie, aucune construction d'infrastructure sous le gouvernement Harper conservateur. Nous en avons construit un. Vous avez entendu le ministre parler des progrès dans les discussions. Si vous voulez voter pour la sécurité énergétique et les exportations énergétiques et les grands projets, eh bien, il faudrait à ce moment-là voter pour les libéraux. L'honorable député de Belleuil. Je croyais que les honorables collègues voulaient terminer à temps aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être possible. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le ministre du Patrimoine a annoncé hier 500 millions par an en art et culture, au budget, sauf qu'il aurait pu en annoncer 1,5 milliard, sans frais pour les contribuables. L'honorable député de Belleuil-Chambly, depuis le début, s'il vous plaît. Oui. Donc, le ministre du Patrimoine a annoncé au budget 500 millions en art et culture par année. Pouvez-vous contrôler les bouffons, Monsieur le Président? Sauf qu'il aurait pu en annoncer 1,5 milliard sans frais pour les contribuables s'il n'avait pas annulé la taxe sur les multinationales d'Internet. Ça aurait été payé par les multinationales qui ne paient pas d'impôts au Canada. Là, ce sont les Québécois et les Canadiens qui payent et qui perdent 500 millions. Est-ce que je suis supposé le féliciter pour ça? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, j'aimerais corriger le chef du Bloc québécois. Ce n'est pas 500 millions que nous avons annoncé dans le budget pour les arts et la culture partout au pays. Monsieur le Président, c'est 770 millions. C'est l'investissement le plus important de l'histoire du pays.
médias locaux, ce pourquoi le Bloc québécois a voté contre. 6 millions de dollars pour le Conseil des arts par année, le Bloc québécois a voté contre. 150 millions pour Téléfilm Canada, le Bloc a voté contre. 26 millions pour l'Office national du film, l'investissement le plus important dans des décennies pour l'Office national du film, le Bloc québécois a voté contre. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Et le ministre a scrappé 1,5 milliard de dollars qui auraient pu aller en art et en culture. À la question de ma collègue sur l'absence de financement pour les télé et radios privées, le ministre a répondu qu'il donne 150 millions à Radio-Canada et la CBC. J'ai moi-même été commentateur à Radio-Canada. J'ai le plus grand respect pour les professionnels qui y travaillent. Mais est-ce que je suis supposé le féliciter pour l'abandon complet des télévisions et des radios privées? Bravo! Et voilà. L'honorable ministre. Le chef du Bloc québécois, M. le Président, a été président de l'ADISC. Or, dans ce budget-là, il y a 41 millions de dollars pour le secteur de la musique pour les 3 prochaines années. Le Bloc québécois a voté contre. Il y a 38 millions de dollars par année, M. le Président, pour les médias locaux. Le Bloc québécois a voté contre. Il y a des millions de dollars qui vont à Québécois dans ce budget-là. Le Bloc québécois a voté contre. Monsieur le Président, c'est proprement scandaleux, cette position-là du Bloc québécois. Honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, à ce jeu-là, le ministre du Patrimoine a déjà été président d'Équiterre. Le ministre ne prend pas la mesure de la crise. L'information se nourrit de diversité, de services régionaux, de langue française et d'indépendance. Les 150 millions à Radio-Canada ne servent pas cet objectif. Les télévisions et les radios privées sont essentielles. Elles se sentent menacées, méprisées et abandonnées. Est-ce que le gouvernement programme littéralement la fin des médias privés? Est-ce intentionnel? Et est-ce que les Québécois doivent le féliciter pour ça? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'inviterai le chef du Bloc québécois à lire le rapport annuel de Radio-Canada et le plan stratégique qui vient tout juste d'être présenté, où il est écrit noir sur blanc que Radio-Canada CBC va investir dans l'ouverture de stations locales de nouvelles partout au pays, Monsieur le Président, incluant le Québec. 150 millions. Et ça, c'est notre premier investissement dans Radio-Canada CBC. Ils ont voté contre le plus grand investissement pour la culture au Québec, Monsieur le Président. C'est proprement scandaleux, cette position-là du Bloc québécois. Honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, le premier budget de ce nouveau premier ministre libéral, c'est le budget de la carte de crédit. 78 milliards de dollars de déficit. 16 milliards de plus que ce qu'ils avaient promis en campagne électorale. Monsieur le Président, pas besoin d'avoir un doctorat de Oxford pour savoir que quand on fait des déficits, c'est une facture que l'on envoie à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. D'ailleurs, la firme de notation Fitch lance un avertissement, je cite, « Les finances fédérales courent un risque élevé de détérioration supplémentaire. Quand ce gouvernement va-t-il réagir de façon positive et à faire une gestion responsable? » L'honorable secrétaire parlementaire à la nature. Je suis surprise d'entendre mon collègue crier contre ce budget-là parce que ce budget-là, puis là, je vais le prendre du point de vue d'une femme. Je suis une femme, j'ai vécu toutes sortes de choses comme femme. À chaque fois qu'on nous parle de femmes, de l'autre côté, on nous parle souvent d'elles comme des victimes. Des victimes dans leur vie privée contre la violence et des victimes contre des victimes parce qu'il y a des problèmes d'accès à l'épicerie. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce budget-là, il va permettre aux femmes de reprendre leur pouvoir d'achat par les programmes sociaux. Il va donner aux femmes la capacité d'avoir des bons jobs par notre diversification économique et en plus, il soutient le mouvement des femmes. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, qui l'eût cru, l'actuel premier ministre fait pire que Justin Trudeau avec des déficits compulsifs, alors qu'il faut vraiment régler cette situation-là. Permettez-moi de citer quelqu'un qui a dit le 11 mars 2015, je cite, « L'équilibre budgétaire est un moyen pour asseoir comme il faut la crédibilité de l'État et la stabilité financière de l'État. » Savez-vous qui a dit ça en 2015? L'actuel secrétaire parlementaire des Finances, Monsieur le Président, parce que lui, il a fait l'équilibre budgétaire au Québec. Comme Québécois, je suis très heureux de ça, mais comme Canadien, j'ai une préoccupation. Pourquoi lui n'est pas conseiller ministre pour conseiller directement le premier ministre qui, lui, devrait faire un équilibre budgétaire?
et la jeunesse. Monsieur le Président, le budget 2025 répond aux besoins du moment. On investit pour bâtir des familles fortes, des communautés fortes à travers le Canada. Les investissements créent des emplois et des carrières pour les jeunes, ainsi que protéger les mesures de soutien qui aident les familles d'aller en avant. Notre budget a un plan pour bâtir, protéger et renforcer le Canada. C'est honteux que les députés en face ont voté contre. L'honorable député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, le budget carte de crédit coûteux impose les dépenses d'aujourd'hui sur les contribuables de demain. Fitch nous dit que les libéraux ont dépassé de loin leur propre cible budgétaire et mettre notre code de crédit à risque. Même le directeur parlementaire du budget tire la sonnette d'alarme face à la situation. Combien d'autres avertissements faudra-t-il pour que le premier ministre mette fin à ces dépenses irresponsables? Le ministre d'État des institutions financières. Monsieur le Président, écoutez, se fier au conseil du chef conservateur, c'est comme si on faisait confiance à un météorologue pour acheter une déneigeuse. Les habitants de Carleton ne se sont pas laissés leurrer. Il est temps pour les conservateurs d'appuyer le budget pour créer l'économie du G7 la plus forte. Le député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, le fait est que les Canadiens mettent 50% de leurs dépenses de plus sur leur carte de crédit qu'avant. Ils sont plus nombreux à aller à la banque alimentaire, 2 millions chaque mois. Les personnes qui avant faisaient des dons à la banque alimentaire, maintenant vont à la banque alimentaire pour se nourrir. À cause de ce gouvernement, tout est plus coûteux. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à ces dépenses incontrôlées qui rendent tout inabordable pour les Canadiens? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, écoutez, lors des dernières élections, les partisans du NPD, du Parti vert et tant de conservateurs progressistes nous ont appuyés pour qu'on forme un nouveau gouvernement pour une vision courageuse et audacieuse. Nous avons sillonné le pays, avons écouté les Canadiens et avons proposé un budget transformationnel qui va nous permettre d'avoir l'économie la plus forte du G7. Il est temps que les députés d'en face arrêtent leurs slogans et leurs beaux discours, qu'ils se rangent de notre côté pour une économie plus forte. Le député d'Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Monsieur le Président, le budget de carte de crédit coûteux du Premier ministre fait peser les dépenses inconsidérées d'aujourd'hui sur le dos des contribuables de demain. Après 10 ans de règne de libéraux, les Canadiens dépensent près de 50% de plus avec leur carte de crédit qu'en 2015. Le chien de garde parlementaire du budget tire la sonnette d'alarme et dit qu'avec le budget 2025, le budget a abandonné les cibles budgétaires précédentes visant à réduire le ratio dette PIB à moyen terme. Ce n'est pas étonnant que le Premier ministre veuille s'en débarrasser. Combien d'autres rapports faudra-t-il du DPB avant que le Premier ministre mette un frein à ces dépenses excessives et coûteuses? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, parlons des gens de ma circonscription, les aînés qui bénéficient du budget. Quand je parle à eux, ils me parlent des soins dentaires qui leur font économiser plus de 800 $ par mois. Je pense aussi au programme Nouveaux Horizons qui permet d'améliorer la qualité de vie des aînés. 5 milliards seront investis dans l'infrastructure des soins de santé, dans les hôpitaux, dans le budget. On parle aussi du crédit d'impôt pour les héros qui travaillent dans les soins de santé. Le SCIU et son président Tyler Downey dit qu'on investit directement dans nos héros des soins de santé. Le député d'Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Monsieur le Président, dans un seul budget coûteux, les libéraux ont réussi à remplir la carte de crédit de nos arrière-petits-enfants. Le DPB n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. L'agence de notation Fitch est d'accord, a dit que les finances fédérales courent un risque très élevé de détérioration supplémentaire. Donc Fitch est très préoccupé. Le directeur parlementaire du budget lui aussi tire la sonnette d'alarme. Combien d'autres rapports faudra-t-il pour que ce Premier ministre mette un frein à ces dépenses coûteuses dans ce budget qu'il considère comme sa carte de crédit?
La secrétaire d'État, je vais continuer. Parlons des jeunes à Toronto-Saint-Paul, parce que de ce côté-ci de la Chambre, nous savons que l'avenir économique des jeunes est important. C'est pourquoi nous investissons dans les jeunes avec l'intelligence artificielle, le film canadien, l'éducation secondaire ou les métiers de la construction. Ce budget aide les jeunes depuis leur tout premier emploi jusqu'à toute la carrière qu'ils vont pouvoir avoir. Si vous ne me croyez pas, je cite le YMCA qui dit que dans ce budget, nous allons renforcer la résilience de nos jeunes. Député de Chicoutimi-le-Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre utilise son budget comme une carte de crédit sans limite. Le directeur parlementaire du budget confirme que le gouvernement a abandonné son ancrage financier. Chez nous, dans ma circonscription, la série de Petits Saguenay ferme ses portes. 25 travailleurs perdent leur job. Les familles ne savent plus comment ils vont faire payer leurs factures. Pendant ce temps-là, le premier ministre dépense sans compter. Ça va être beau pour nos générations futures. Pourquoi le premier ministre continue de mettre nos finances publiques en danger? C'est L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci, Monsieur le Président. On devrait parler de les familles autochtones, les familles qui vivent dans les régions québécoises. Toutes les familles de chez nous, dans ma circonscription, qui ont vu un budget, qui ont vraiment augmenté et gardé les programmes pour les personnes les plus vulnérables aussi dans les communautés, un budget qui va les protéger, quelque chose que l'opposition a voté contre, Monsieur le Président. On veut savoir... Le processus de dépense sur carte de crédit, c'est pas le processus de défendre le Canada? L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, la loyauté est une vertu. Moi, je suis loyal au Québec et à la souveraineté du Québec. Et la ministre du Développement économique, elle, se montre loyale au Parti libéral du Québec et à Pablo Rodriguez, dont la légalité du financement est exposée aujourd'hui. À chacun, ses loyautés. Mais sa loyauté fédéraliste et libérale lui fait dire d'étranges choses. Peut-elle nous expliquer clairement en quoi une hypothétique devise québécoise lancerait le Québec dans les bras de Donald Trump? L'honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis très contente que mon collègue ose, sur le plancher de la Chambre des communes, parler du nouveau projet du Parti québécois d'arriver avec une nouvelle devise québécoise. Parce que les Québécois sont très inquiets au Québec. On se dit, vraiment, on parle d'un troisième référendum, vraiment, on parle de la perte de notre pouvoir d'achat, et vraiment, dans un moment où il y a un président américain présentement qui est en train de menacer la souveraineté du Canada, on se trouve vraiment à s'affaiblir, nous, en tant que Québécois, et on est prêt à donner des rênes à Paul Saint-Pierre Plamondon pour qu'il fasse en sorte de développer ses PS piastres. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Et l'ombre de Jean Chrétien et Jean Charest passa sur le Parlement. Le raisonnement de la ministre est clair. Plus gros est le pays, plus forte est la devise. Alors, mettons, il me fera plaisir de lui proposer un stage avec mon collègue de Mirabel, mais dans l'intervalle, est-ce qu'elle ne croit pas, selon sa propre logique, que le Canada devrait abandonner son dollar et adopter le dollar américain? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, on est vraiment dans la politique fiction, mais c'est bon parce que ça permet à ce que les gens, à travers les différents caucus de tous les autres partis, comprennent ce qui se passe vraiment au sein du Parti québécois au Québec et du Bloc québécois. Une chose est claire, nous, on va être là pour les Québécois avec nos 44 députés. On va faire en sorte de défendre notre économie, on va défendre nos jobs, on va investir, puis on va faire en sorte qu'au final, la souveraineté du Canada va être plus forte. Exactement! L'honorable député de Thornhill. Chaque fois que le premier ministre prend l'avion pour aller faire une nouvelle séance photo à l'étranger, les choses empirent pour les Canadiens. Il a été en Chine, ça a été pire avec les droits de douane sur le canola. Il s'est rendu aux États-Unis, il est revenu, ça a été pire pour l'acier et l'aluminium canadien. Et maintenant, les deux parties ne se parlent même plus. Il a été au Royaume-Uni, incapable de conclure un accord pour nos éleveurs de porc et de bovins. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que le premier ministre prend un avion, les Canadiens se retrouvent avec une facture plus élevée à payer? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la chef adjointe du Parti conservateur devrait poser la question
à l'envers. Pourquoi est-ce que quand le chef de l'opposition quitte cette ville pour se rendre aux quatre coins de notre pays, ces chiffres dans les sondages piquent du nez à chaque fois? Monsieur le Président, la chef adjointe devrait exiger davantage de son chef, devrait exiger de meilleurs résultats de son chef. Elle devrait se montrer à la hauteur. La députée de Thornhill. Écoutez, des leçons d'un gouvernement qui est incapable de passer une entente sur le canola, sur le bois d'œuvre, sur les automobiles, sur l'acier, sur l'aluminium, sur en fait toutes nos exportations qui sont pourtant l'épine dorsale de notre économie. Le Premier ministre a vendu l'espoir de nos Canadiens sans rien nous obtenir en retour. Il a utilisé la confiance que lui faisaient les Canadiens pour la trahir sous prétexte de collectionner les tampons sur son passeport. Les emplois à Windsor et à Oshawa s'en vont aux États-Unis. Le Premier ministre aime-t-il voyager à l'étranger parce qu'il aime dépenser l'argent des autres ou est-ce que c'est parce que ça l'aide à oublier le gâchis qui règne ici chez nous? Écoutez, le Canada a une cote de crédit AAA. L'inflation est dans la fourchette de la Banque du Canada depuis 2 ans. Les taux d'intérêt sont en baisse, les chiffres de l'emploi dépassent les attentes et le budget 2025 prévoit des investissements générationnels qui sont vus d'un bon œil par le FMI. Ça va payer des dividendes pour les générations à venir, de bons emplois, des maisons abordables, de bonnes industries, des chaînes d'approvisionnement résilientes, des bons corridors commerciaux. La seule question, c'est pourquoi est-ce que les conservateurs ne croient-ils pas dans le Canada? Le député de Chilliwack Hope, en 8 mois, le Premier ministre a fait beaucoup de voyages et a brûlé plus de carburant que jamais. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Juste des séances photos, des annonces vides, mais rien pour nos travailleurs. Il n'a pas réussi à obtenir les accords qu'il avait promis. Les tarifs et les coûts pour les Canadiens ont augmenté à chaque fois qu'il a fait un voyage. Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ces voyages et pourquoi ne commence-t-il pas à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens ici? Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique. Monsieur le Président, plutôt que de critiquer l'économie, pourquoi les conservateurs ne se joignent-ils pas à nous pour bâtir l'économie? Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'on veut baisser les taxes et les impôts pour les Canadiens? C'est ce que fait le budget. Ils ont voté contre. Est-ce qu'on s'entend pour appuyer les innovateurs, les PME? Et c'est ce que le projet de loi, le budget prévoit, mais ils ont voté contre. Aujourd'hui, je m'entretenais avec les manufacturiers et les exportateurs qui représentent 10 000 entreprises. Eh bien, le budget prévoit des mesures pour appuyer les manufacturiers qui en arrachent. Nous voulons bâtir le Canada. Le député de Chilliwack Hope. Monsieur le Président, les gens comme le Premier ministre vivent dans le confort, tandis que beaucoup de Canadiens ont recours aux banques alimentaires et ont de la difficulté à se chauffer. Ils ne peuvent pas tout oublier en prenant l'avion. Il n'y a rien pour les dizaines de milliers de travailleurs de l'acier, de l'automobile et du bois d'œuvre qui ont perdu leur emploi. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent dans l'incertitude. Le Premier ministre pourrait-il dépenser moins de temps à voyager et plus de temps à se concentrer à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? L'honorable ministre. Contrairement aux députés de l'autre côté, les Canadiens savent que nous devons investir ici. C'est pourquoi ils ont soutenu ce gouvernement et c'est pourquoi ils soutiennent ce budget. Les syndicats, le YMCA, les banques alimentaires, toutes sortes d'intervenants se sont dit favorables à notre budget. Les gens sont ravis que le gouvernement ait de l'ambition en leur nom. Et nous n'allons pas arrêter parce que nous créons les emplois d'aujourd'hui et de demain. Le député de Provencher. Monsieur le Président, tout ce que le Premier ministre a accompli, c'est d'augmenter son nombre de milles aériens. Avec 28 voyages et suffisamment de kilomètres pour faire 4 fois le tour de la Terre, les Canadiens s'attendent à plus que des séances photos. Lorsqu'il s'est rendu en Chine, les Canadiens ont obtenu des tarifs plus élevés. Lorsqu'il s'est rendu en Inde, les Canadiens ont obtenu des tarifs plus élevés. Lorsqu'il est allé à Washington, les Canadiens ont eu des tarifs plus élevés. Pourquoi les familles canadiennes doivent-elles payer le prix
des tarifs douaniers plus élevés pendant que le premier ministre parcourt le globe en jet pour des séances de photos. La secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Le député vient du Manitoba. Nous devons reconnaître que les Manitobains veulent voter pour ce budget. Ils veulent le port de Churchill. Ils veulent que nous puissions donner plus au Nord. Nous voyons le genre d'investissements qui sont attendus depuis des générations. Alors, votez avec nous pour avoir le programme d'alimentation scolaire. Rendons-le permanent. Merci pour la question. Le député de Davenport. Monsieur le Président, plus tôt cette semaine, la Chambre a réitéré sa confiance envers le gouvernement et le budget. Le budget est une expression de confiance envers le Canada. Face à l'incertitude, les Canadiens vont bâtir l'avenir qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Cela inclut notre nouvelle politique Acheter canadien qui renforce notre économie en donnant la priorité à l'acier, à l'aluminium et au bois d'œuvre fabriqués au Canada, en soutenant les emplois locaux, en protégeant les industries touchées par les tarifs internationaux et en renforçant notre engagement envers la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Le secrétaire d'État peut-il parler du large soutien dont bénéficie cette politique Acheter canadien? Le secrétaire d'État. Je tiens à remercier la députée pour sa question. La politique d'achat de produits canadiens présentée dans le budget permettra de tirer parti de chaque dollar public pour renforcer l'économie canadienne et créer des emplois. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Demandez aux députés de Chicoutimi, de Jonquière et du Lac-Saint-Jean. Ils se sont tous joints à notre gouvernement pour annoncer et applaudir cette politique la semaine dernière pour ensuite voter contre quelques jours plus tard. Les Canadiens l'ont remarqué. De ce côté-ci de la Chambre, on fait passer la politique partisane avant les résultats. Alors que ce côté fait passer la politique partisane avant les résultats, nous bâtissons l'économie du G7, la plus forte du G7. Le député de Lobinière. On porte un vrai touriste. Dans ses 8 premiers mois comme premier ministre, il a fait 28 voyages, assez de kilomètres pour faire le tour de la Terre 4 fois en jet privé. Pourtant, aucun accord, aucun résultat concret. Que de bonnes intentions, des photos aux frais des contribuables. Monsieur le Président, pourquoi chaque fois que le premier ministre monte dans un avion pour rencontrer des dirigeants étrangers, les Canadiens doivent payer des tarifs encore plus élevés? Bravo. Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour mon collègue, à choisir entre un premier ministre qui va visiter nos alliés et nos partenaires commerciaux pour diversifier nos marchés et un chef de l'opposition qui passe son temps dans des podcasts obscurs à dénigrer nos institutions, le choix est évident, le choix est simple et c'est le bon choix que les Canadiens ont fait. On mise sur la diversification des marchés pour réduire notre dépendance aux Américains, stimuler notre économie, augmenter notre productivité et bâtir l'économie la plus forte du G7. Merci, M. le Président. Le député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, ça ne change absolument rien pour des dizaines de milliers de travailleurs de l'acier, des travailleurs de l'automobile, des travailleurs du bois d'œuvre qui ont perdu leur emploi à cause des échecs du gouvernement libéral en matière de tarifs. Monsieur le Président, les entreprises canadiennes demandent un deal avec les États-Unis pour s'assurer de la prévisibilité de leurs revenus. Pourquoi, à chaque arrêt du premier ministre dans un pays chaud, les tarifs montent et les Canadiens payent la facture? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, on a déjà vu mieux de la part du collègue. Vous savez, Monsieur le Président, je pense que mon collègue devrait passer plus de temps avec les gens dans le secteur de l'automobile, plus de temps avec les gens dans le secteur de la foresterie, plus de temps avec les gens dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Pourquoi? Parce que ce qu'ils nous demandent, c'est d'ouvrir des marchés à l'international, diminuer notre dépendance aux Américains, comme mon collègue de Québec mentionnait, parce que c'est très, très important qu'on puisse aller exporter notre aluminium, exporter nos produits forestiers, exporter également notre acier vers l'Europe, vers l'Asie. C'est exactement ce que le premier ministre et l'équipe fait. La députée de Fort McMurray-Cold Lake. Parfois, il faut choisir entre les factures et l'épicerie. C'est une citation directe d'une mère de Thunder Bay qui a besoin de lait maternisé pour nourrir son bébé. Elle a dit
qu'elle cherchait des choses à vendre chez elle simplement pour pouvoir acheter du lait maternisé. Pourquoi le premier ministre ne fait-il pas quelque chose afin que les parents puissent se permettre d'acheter du lait maternisé? L'honorable ministre. Monsieur le Président, personne ne devrait avoir à ressentir ce que cette mère ressent. Cette mère a aussi dit qu'elle avait hâte de recevoir l'allocation aux enfants chaque mois parce que ça l'aide à payer le lait maternisé. Cette députée a voté contre l'allocation canadienne aux enfants. Elle a voté contre l'alimentation scolaire. Elle a voté contre les gens qu'elle a la témérité de citer en cette Chambre. Le député de Fort McMurray-Cold Lake. Depuis 2017, l'inflation sur le lait maternisé est le double des États-Unis, le double. Nous dépendons trop de lait maternisé importé. Nous n'avons qu'une seule usine au Canada. Ça veut dire que toutes les taxes de transport, toutes les perturbations de chaînes d'approvisionnement frappent les familles fort. Il y a un manque d'action de la part des libéraux depuis 10 ans. Vont-ils finalement en faire une priorité afin que les parents puissent se permettre de nourrir leur bébé? La ministre. La députée n'a peut-être pas lu l'article. Monsieur Leslie Frankson a dit que l'allocation canadienne aux enfants devrait être augmentée. Et soit dit en passant, elle est à chaque année parce qu'elle est liée à l'inflation. Les experts disent que le lait maternisé devrait être produit au Canada. Nous avons de l'argent pour cela dans le budget. La députée pense-t-elle que nous pourrons faire quelque chose si elle vote contre les Canadiens à chaque occasion? La députée de Fort McMurray-Cold Lake. Les parents ne devraient pas avoir à attendre ces chèques simplement pour pouvoir payer l'épicerie. Ce qui ne va pas, c'est que les femmes supplient les gens en ligne pour pouvoir acheter le lait maternisé. Ce qui est inacceptable, c'est que les gens achètent des bouteilles entamées simplement pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est parce que ce gouvernement n'a pas pris de mesures. Vont-ils faire quelque chose autre que simplement créer plus de bureaucratie? Nous avons besoin de mesures. L'honorable ministre. Monsieur le Président, cette députée fait semblant d'être en colère. On n'a pas besoin de ça. The Honourable Minister. L'honorable ministre. L'autre jour, le député d'Oshawa-Nord a laissé entendre que les enfants qui ont faim devraient s'en passer parce que les parents devraient pouvoir se permettre de les nourrir. Et vous savez quoi? Les mères monoparentales, comme j'ai déjà été, ont besoin de toute l'aide qu'elles peuvent avoir. C'est pourquoi nous aidons les mères à tous les jours ici de ce côté. La députée de Lethbridge. Ça provient d'une ministre qui est complètement déconnectée de la réalité. Les Canadiens ont de la difficulté à pouvoir s'offrir les produits de base. Les députés de l'autre côté chahutent alors que les Canadiens fréquentent les banques alimentaires. Le gouvernement a mal géré la situation. Ce qu'ils peuvent faire, c'est se débarrasser de la taxe sur le carburant. Pourquoi le gouvernement tient-il tant à garder cette taxe pour faire en sorte que les Canadiens ne puissent pas se payer les produits de base? L'honorable ministre. La députée de l'autre côté n'a pas précisé qu'elle a voté contre toutes les mesures qui aident les mères monoparentales. Qu'il s'agisse de l'accès aux soins dentaires pour des enfants qui n'ont pas d'assurance, qu'il s'agisse du programme d'alimentation scolaire. Les conservateurs disent défendre les mères monoparentales, mais lorsque le moment est crucial, ils votent contre les mesures.
Ce qu'elle dit, c'est que les Canadiens devraient pouvoir compter sur des programmes socialistes au lieu de pouvoir joindre les deux bouts. There's nothing unparliamentary. Il n'y a rien de non parlementaire dans cette déclaration. La députée de Lethbridge, elle peut recommencer. Les prix au pays ont augmenté de 40 %. C'est beaucoup plus... en fait, c'est 40 % plus vite qu'aux États-Unis. Ça a tout à voir avec le gouvernement et ses politiques socialistes. Statistique a démontré que le bœuf a augmenté de 17 %, le poulet 10 %, les pommes, le lait maternisé. L'article est le plus volé parce que les parents sont désespérés en raison de cette mauvaise gestion du gouvernement. Les gens souffrent. J'ai entendu les histoires des gens lors d'une réunion communautaire. Que va faire le gouvernement? Honorable ministre, Monsieur le Président, c'est pourquoi je suis fière d'être libérale. Les libéraux croient à l'entraide. Lorsqu'une mère monoparentale traverse une période difficile, nous devrions être là pour elle. Lorsqu'une famille n'a pas de chance, on devrait peut-être offrir l'assurance emploi. Parfois, les gens vivent dans la douleur parce qu'ils n'ont pas accès à des soins dentaires. Nous leur offrons. Nous sommes connus pour notre système de soins de santé universel parce que nous nous soucions les uns des autres. Le député de Saskatoon Université. Le gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre provient des poches des Canadiens, ce qui fait grimper le coût de tout. Année après année, le coût des denrées alimentaires augmente et les libéraux veulent que vous payiez plus grâce aux taxes sur l'emballage alimentaire. Les taxes libérales coûtent 5,6 milliards de dollars supplémentaires par année, ce qui fait grimper le coût des produits frais. Pourquoi le premier ministre garde-t-il ces taxes qui augmentent le coût de tout pour les Canadiens? Chers collègues, le député n'a fait que se lever. Le secrétaire d'État pour le développement rural. Monsieur le Président, pendant 10 longues années, les gens de la Saskatchewan ont dû subir la mauvaise gestion de Stephen Harper. Ce gouvernement a passé les 10 dernières années à réparer les gâchis de l'époque Harper. On parle de 51 milliards de dollars pour aider le Canada à construire les communautés. C'est beaucoup d'argent. Le député de la Saskatchewan devrait se réveiller et voter pour le budget pour soutenir la Saskatchewan. Le député de Calgary-McKnight. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre provient des poches des Canadiens, ce qui fait grimper le coût de tout. Le premier ministre a demandé aux Canadiens de le juger en fonction des prix à l'épicerie. Mais aujourd'hui, la taxe sur le carbone industriel a fait grimper les prix des aliments au Canada près de 40 % plus rapidement qu'aux États-Unis. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe sur le carbone industriel et rend-il les aliments plus chers? L'honorable ministre. Monsieur le Président, dans le budget 2025, nous faisons des investissements générationnels pour construire un Canada fort. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Il y aura donc plus d'argent dans les poches des Canadiens. Nous soutenons aussi nos jeunes. Nous les soutenons. On parle de 175 000 emplois pour les jeunes grâce au programme d'emploi d'été, grâce au programme de stage. Nous travaillons avec les jeunes pour les aider à obtenir les compétences dont ils ont besoin. Nous allons continuer à bâtir un Canada solide. Le député de Richmond S. Steveston. Monsieur le Président, les gens de ma circonscription ont voté pour l'énergie propre. En Colombie-Britannique,
nous venons de faire approuver un projet d'envergure. Cela va aider à renforcer le réseau propre de la Colombie-Britannique tout en reliant les communautés. Le ministre peut-il expliquer comment ce projet soutiendra les emplois en Colombie-Britannique tout en réduisant les émissions? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la ligne de transport d'électricité de la Côte-Nord est exactement ce dont le Canada a besoin pour atteindre la carboneutralité et pour devenir une superpuissance en matière d'énergie propre. Une fois en service, cette ligne devrait soutenir des milliers d'emplois directs et contribuer à éviter jusqu'à 3 millions de tonnes de pollution carbone chaque année. En exploitant nos vastes ressources naturelles et en alimentant de nouvelles industries avec de l'électricité canadienne à faible teneur en carbone, nous donnons aux travailleurs et aux communautés ce dont elles ont besoin. Le député d'Abbotsford, Sud Langley. Monsieur le Président, hier, les habitants d'Abbotsford se sont réveillés avec la nouvelle de nouvelles fusillades liées à l'extorsion dans notre communauté. Trop de familles et d'entreprises dans la région ont été touchées. Avec les libéraux, l'extorsion a augmenté de près de 500 % en Colombie-Britannique. Ma communauté a enregistré 100 incidents d'extorsion. Pourquoi ne pas tenir un débat d'urgence? Quand le premier ministre prendra-t-il l'extorsion au sérieux? La secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. D'abord, les libéraux n'ont pas bloqué le débat. C'est le président qui rend la décision. Ensuite, nous avons besoin de mesures dissuasives. Monsieur le Président, comment pouvons-nous dissuader les criminels? Il faut donner aux policiers les outils dont ils ont besoin. Nous avons proposé des mesures d'accès légal dans le projet de C2. Qui vote cette mesure? Les conservateurs. Ils ne veulent pas que les policiers aient les outils nécessaires pour rattraper ces criminels. Le député de Kamloops, Thompson Nicolas. Depuis l'arrivée au pouvoir de ces libéraux, l'extorsion a augmenté de 330 % à l'échelle du pays. Il y a eu 100 cas d'extorsion déjà à Surrey, à Abbotsford et à Delta. Le premier ministre s'est récemment rendu en Colombie-Britannique et il n'a pas parlé de ce problème. La question est la suivante. Pourquoi ces libéraux n'ont-ils rien fait pour lutter contre l'extorsion, que ce soit à Surrey, à Brenton ou à Calgary? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, cette Chambre a proposé des mesures dans le projet de loi C2. On donnera aux forces de l'ordre la capacité de prévenir ces crimes et d'attraper les criminels dans nos communautés. Les conservateurs à eux seuls, ont bloqué ces mesures. Ils ont demandé le retrait du projet de loi C2. Ce député doit parler à son whip, parler à son chef et aider les forces de l'ordre à lutter contre ce fléau. Le député de Kamloops, Thompson Nicolas. Monsieur le Président, ils doivent cesser leurs beaux discours et plutôt prendre des mesures. Ce député a voté contre un projet de loi conservateur pour que les auteurs d'extorsion se retrouvent derrière les barreaux. Ce député a voté pour abroger les peines obligatoires pour l'extorsion avec une arme à feu. C'est lui qui est déconnecté de la réalité, Monsieur le Président. Quand vont-ils lutter contre l'extorsion au pays? Quand? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement prend de vraies mesures pour lutter contre l'extorsion. Monsieur le Président, les conservateurs, eux, n'ont pas fait en sorte d'adopter la mesure d'accès légal. Les forces de l'ordre au pays, toutes les associations l'ont demandé. Ils ont demandé aux conservateurs de faire en sorte que le projet de loi C2 soit adopté avec la mesure sur l'accès légal. Vont-ils faire quelque chose aujourd'hui pour veiller à ce que l'accès légal devienne loi? Le député de Scarborough-Woburn. Merci, Monsieur le Président.
Les Canadiens et les gens de Scarborough ont voté pour un gouvernement qui pourra construire plus de maisons. Ils se tournent vers le gouvernement pour qu'il offre de vraies solutions. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure pourrait-il informer la Chambre des mesures concrètes prises par le gouvernement pour accélérer la construction de logements abordables ici en Ontario? L'honorable ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Scarborough pour sa question. Nous sommes déterminés à réaliser des progrès concrets en matière de logement, en commençant par le Grand Toronto et l'ensemble du Canada. La semaine dernière, nous avons réalisé des investissements générationnels à l'échelle du pays afin de créer plus de 3 000 nouveaux logements au Canada. Cela comprend plus de 1 500 logements indispensables en Ontario qui offriront aux familles locales des lieux de vie plus stables et plus abordables. Il est temps de bâtir un Canada fort, Monsieur le Président. Le député de Long Range Mountains. Monsieur le Président, le programme de confiscation des armes à feu de 742 millions de dollars a été un désastre dès le premier jour. Il a été entaché de controverses et un enregistrement audio divulgué révèle que le ministre de la Sécurité publique lui-même a admis qu'il ne fonctionnerait pas. Seules 22 armes à feu auraient été remises. Et maintenant, le chef qui supervise le programme, qui est le beau-frère du ministre fédéral, prend soudainement sa retraite. Le gouvernement va-t-il admettre que ce programme est un gaspillage de l'argent des contribuables qui a échoué? Vont-ils le supprimer? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Monsieur le Président, à part la politique partisane, cette députée de ma province de Terre-Neuve-Labrador a voté contre un budget qui investit dans le Canada et qui investit dans notre province. Elle a voté contre les familles qui recevront une augmentation des prestations. Je suis désolée d'interrompre. Il y a beaucoup trop de bruit et ça provient de ce secteur-là et parfois on ne peut même pas entendre les collègues de leur propre parti. La ministre des Pêches voudrait-elle recommencer? Au lieu de jouer à des jeux partisans, concentrons-nous sur les Canadiens. La députée de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'autre côté, a voté contre un budget qui investit dans le Canada et qui investit dans notre province. Elle a voté contre les communautés rurales, les routes, les ports, les écoles, les hôpitaux, les familles, le programme d'alimentation scolaire. On parle de 800 $ par année pour les familles avec 2 enfants. 46 000 familles dépendent de prestations. Ces prestations sont augmentées. Honte à la députée. Le député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, ne me dites pas vos valeurs. Montrez-moi votre budget. Je vais vous dire quelles sont vos valeurs. Le budget libéral a choisi de faire des compressions, mais on élimine aussi la taxe sur les jets privés et les bateaux de luxe. On nous dit que la taxe coûtait plus à administrer qu'elle ne rapportait, mais c'est faux. La taxe sur le luxe a permis de récolter 20 fois ce qu'elle coûtait. On parle de centaines de millions de dollars à chaque année. Quelle conclusion doit-on tirer de ces choix? L'honorable ministre, j'ai beaucoup de collègues, j'ai beaucoup de respect pour le collègue, mais il devrait plutôt penser aux gens de Bombardier à Montréal. Nous avons changé le régime fiscal sur cet aspect lié au jet. Pendant ce temps, Bombardier a annoncé de nouveaux emplois à Montréal et au Québec. Alors, nous sommes favorables, comme le NPD, à des emplois syndiqués et nous allons nous battre pour ces emplois. Alors, ça termine la période des questions. Je désire informer